Euh, Bonjour, je vais commenter une vidéo d'une interview entre Kerry Cassidy du projet Camelot et Courtney Brown, directeur d'un centre de Remote View aux États-Unis, qui s'est intéressé aujourd'hui à la bataille dans les cieux. En clair, dans énormément de textes anciens des peuples terriens, se trouvent mentionnées des batailles entre les dieux. Et c'est une question donc il fallait éclaircir. Donc je vais écouter et puis tâcher de vous faire des petits résumés de temps en temps. Alors, pourquoi est-ce que tous ces peuples mentionnent ces faits? Oui, la question était entre autres, pourquoi est-ce que tous en parlent alors que certaines cultures sont éloignées de milliers d'années entre elles? Donc, ils nous parlent tous d'une planète qui a explosé, avec des chutes de météorites. Donc, les remote viewers, c'est encore là-dessus, ce sont donc des personnes qui sont dans le noir total, si on peut dire. Elles ne connaissent pas le sujet dont on parle. On leur donne un code qui correspond à un sujet dont le moins de personnes possible est au courant. Pardon. En l'occurrence, là, il va y avoir 3 ou 4 remote viewers différents. Ils le font peut-être même pas au même moment. Il y en a même un qui le faisait depuis la Thaïlande. Et c'est donc une capacité qui est inhérente à l'humain, plus développée chez certains, mais qui permet de concevoir à distance la situation à laquelle on s'intéresse et en avoir des renseignements fiables à un grand pourcentage, vu l'argent que dépensent les grandes puissances sur ces projets et l'accompagnement de leurs opérations secrètes, Black Project, très souvent, par des remote viewers, voire en direct, du style, il y a une équipe au sol et puis il y a un remote viewer qui est dans une cave ailleurs et qui visualise toute la scène où le commando est en action et qui peut même prévenir les membres d'un sniper, d'un piège, d'une intention ou de l'endroit où ils devraient trouver l'otage ou le trésor. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, fin de l'encart sur le remote view, je reprends. Donc là, en l'occurrence, les remote viewers ont tous perçu une bataille entre deux planètes, entre les populations de deux planètes. Deux planètes, j'entends deux espèces, et à la suite de cet événement, une des deux planètes va exploser. Tous les remote viewers ont eu la même impression, la planète qui explose, les météorites, les rocs qui tombent, enfin, au moins trois avis différents. L'une des deux espèces était reptilienne et l'autre humanoïde. Entendons-nous, humanoïde, ça signifie bien que si on en prend un membre et qu'on le met dans une foule parmi les terriens, on peut les confondre. Parce que finalement, les reptiliens, là, ont aussi un corps, deux jambes, deux bras, une tête, et en général, sont bipèdes. Donc, je précise juste. Je suppose qu'ils considèrent les humanoïdes comme ce qu'on va appeler par la suite les grands blonds. Voilà. Là, en l'occurrence, les humanoïdes sont semblables mais différents des humains. Donc, dans un but de contrôle, là, on assiste au fait que les reptiliens balancent des missiles nucléaires sur la planète. Ils nuke the planet, dit-on en anglais, dans le but de prendre complètement possession de tout et d'annihiler toute résistance. Et donc, a priori, la seule issue des humanoïdes a été de balancer contre la planète d'où venaient les reptiliens des missiles qui l'ont fait exploser, a priori. Alors, j'avais entendu parler de Pléiadiens qui s'étaient défendus effectivement contre les reptiliens et qui avaient balancé des bombes, c'est sur Mars.
c'est sur Mars. Et il s'en voulait encore de l'effet dévastateur que ça avait eu. Mais bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas Mars. Enfin, en tout cas, les remote viewers ne sont pas au courant de cet épisode-là et ne pensent pas qu'il s'agisse de Mars, dans leur tête à ce moment-là, en tout cas. Et même plutôt, ils estiment qu'ils n'ont pas de résultats et qu'ils se plantent tellement leurs résultats sont étonnants. Les étonnent eux-mêmes. Donc au total, il y aura plusieurs sessions sur cette guerre dans les cieux. Et au bout de 2 ou 3, les acteurs, les remote viewers, vont bien quand même se douter qu'il s'agit bien de Mars. Mars qui était donc peuplé par des humanoïdes, hein, si on comprend bien l'affaire. Donc là, Courtney Brown décrit lors de la seconde session, semble-t-il, le fait qu'à un moment donné, un des remote viewers s'est retrouvé finalement côte à côte avec une entité qui lui injectait dans la tête les données à propos de cette bataille cosmique ancienne, car comme s'il semblait que c'était leur désir que nous soyons au courant de cette ancienne bataille entre les humanoïdes et les reptiliens. Qui, donc, je ne sais pas si c'est vraiment encore le sujet dont il s'agit, mais je suis Bodor. Il s'agit donc de la disparition de Tiamat, qui s'est transformée en ceinture d'astéroïdes, dont on reçoit de temps en temps aussi de jolies comètes, et je suppose. On va voir. Continuons. En effet, c'était bien ça, c'était ce qu'ils avaient vu lors de la deuxième session. Et donc, c'est la création de la ceinture d'astéroïdes. Et donc là, Courtney balance une troisième session avec comme sujet caché Mars à l'instant de cette bataille. Et on va voir le résultat. Donc en fait, c'est bien ça, il y avait une espèce sur Mars et une espèce qui venait de Maldek, en fait, et non pas Tiamat. Et And that was the planet that is now the asteroid belt that was totally destroyed in the war. And that's the war that the extraterrestrials have apparently wanted us to know about. And so they seeded the information into our collective consciousness by putting it into our religions. And that was pretty easy to do. You just abduct these prophets and force feed them the information, and then they write about it in their texts. And lo and behold, we become slowly aware of it. Okay, so I was sort of struck also by the fact that the viewers themselves didn't seem to go too much in depth into, why that group of humanoids was being attacked. Donc Kerry se demande si les habitants de Mars, les Martiens de l'époque, se doutaient de quelque chose avant le début des événements. Et c'est bien ce qui semble s'être passé. La vie était, on va dire, normale sur Mars. Il y avait des activités, des mines, de l'extraction, de la vie. Et soudain, les reptiliens sont arrivés et tels des pirates ont voulu s'accaparer absolument tout et de manière fort agressive et violente. Puis Courtney détaille la stratégie de Remote View et le fait que chacun des remote viewers ait fait plusieurs sessions sur chaque cible. Excusez-moi. Donc là, il organisait les remote view, les sections de remote viewing, en ce qu'il a appelé des passes. Et donc, il prenait il faisait une session avec chacun des trois. Et puis, il revenait au premier, il faisait une deuxième session, etc. Puis, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et donc, à la cinquième, chacun des remote viewers avait fini par accéder à un degré de visibilité, si on peut dire, optimum. Et voilà, c'est un moyen d'avoir des bons résultats. Donc, là, Courtney détaille un petit peu la situation de la connaissance qu'il a du système solaire. Et ils avaient déjà fait auparavant des sessions sur la région de Sidonia, sur Mars. C'est la région où on trouve des pyramides et autres édifices, et aussi le visage, dont je vous rappelle que si on prend le plan, on retrouve la même disposition au sol dans la région d'Evebury, avec une échelle au 14e entre ces deux régions.
comme si Avebury était une petite fractale de la région de Sidonia. La dite région de Sidonia s'est avérée être radioactive, comportant encore des éléments issus d'explosions nucléaires, ainsi qu'une autre région qui elle-même comporte aussi des ruines intéressantes sur Mars, qui s'appelle Utopia, je crois. Mais je crois, je ne suis pas sûr. Et on s'intéresse beaucoup moins à elle, mais elle a aussi d'évidentes traces qu'on va juger archéologiques de mégalithes. Et ça fait partie des études de justement l'archéologie galactique. Bien, je souris parce que, de manière évidente, ces domaines qui sont méprisés par les mainstream et la doxa universitaire sont finalement nettement plus merveilleux, gigantesques, infinis et surprenants que le côté humain des études de la chose. Quand je dis humain, c'est pas péjoratif, hein, c'est, on va dire, académique. Il y a en fait une fracture sociale sur la planète. C'est au-delà du fait que ce soit entre les gentils et les méchants, c'est ceux qui gardent l'esprit ouvert à la nouveauté et ceux qui sont abrutis par l'obéissance et qui ne peuvent même plus remettre en cause des erreurs qu'ils ont soit admises sans les remarquer, soit qu'ils ont remarqué, mais que le désir de garder leur poste et leur place sociale a fait taire. Donc, en l'occurrence, la formation de la ceinture d'astéroïdes est due à l'explosion d'une planète et non pas, comme le disent les scientifiques actuels, à ce qui reste du manque d'accrétion des poussières dans le système solaire. Je ne sais pas, mais en fait, si vous prenez deux poussières dans l'espace, que vous les faites se côtoyer, peut-être, s'il y en a une qui est gluante dans le froid glacial, ça m'étonnerait quelque peu, mais sinon, en général, elles rebondissent, elles ne s'agglomerent pas. Il faudrait qu'elles soient soumises à des champs magnétiques et puis qu'elles soient toutes, vous voyez, du même avis. Et ça, c'est une autre raison, par contre, pour la création des planètes. Mais bon, on y reviendra si on fait une vidéo, un de ces quatre, sur l'univers électrique. Ça, c'est sûr, en fait. Donc là, maintenant, ils ont su aussi pourquoi et comment est-ce que la planète avait explosé. Et Courtney cite Thomas Van Flandern, qui est décédé, mais qui était une pointure astronomique, c'est le cas de le dire, et qui a tenté sa vie durant de convaincre ses collègues que la ceinture d'astéroïdes était due à l'explosion d'une planète et non pas à des poussières restantes. Et bon, qui n'a toujours pas réussi à les convaincre, a priori, puisque la théorie actuelle officielle considère toujours une gravité quelconque et illusoire. Elle est illusoire parce que les forces gravitaires sont infiniment plus petites que les forces électromagnétiques, et notamment dans l'éther ou dans un environnement plasmatique, qui est un milieu idéal pour les transmissions électriques. De plus, la science officielle est bloquée parce qu'elle ne veut pas admettre qu'il y a des extraterrestres. Donc, elle doit chercher des explications fausses, partant sur des observations tronquées, voire fausses. Donc, on se demande comment ça se fait qu'on puisse traiter ces gens-là de scientifiques. Non, mais il faut se reporter. Je fais un petit encart sur la reine Elisabeth, qui finalement devient un entonnoir à connaissance, enfin, fonde les éléments de tri et de contrôle de la connaissance et de leur diffusion au public, séparant le bon grain pour eux de l'ivraie pour nous. Je parle de la reine Elisabeth qui avait à son chevet le mage John Dee et qui s'est heurté à l'invincible armada espagnole, n'est-ce pas?
enfin, elle a failli se heurter, puisque finalement l'armada a vu le fond par la Manche et ce fut a priori le fait de John Dee. Mais on y reviendra un autre jour. Courtenay insiste sur le fait que les 3 remote-viewers qui ont fait ces sessions sont jeunes. Ils ont entre, je vais dire, 14 et 20 ans. Donc ce ne sont pas de vieux croulants de l'armée, programmés, burinés. Et avoir de tels résultats qui sont comparatifs, enfin, qui rejoignent les conclusions, par exemple, de Thomas Van Flandern et aussi donc d'autres remote viewers, adultes et vieux, ainsi que les images de la NASA qui montrent des ruines, ainsi que enfin toutes les preuves qu'on a d'archéologie spatiale. C'est un point remarquable qui, lui fait extrêmement plaisir parce qu'il est temps de promouvoir le remote view bec et ongle depuis très longtemps. Et qu'en plus, c'est vraiment un joli tremplin pour sa fine équipe, moi je trouve. Donc il faut absolument diffuser ce message. La jeunesse peut espérer obtenir des résultats aussi probants que des vieux, en tout cas dans le remote view. Bon, ils sont entraînés tout de même, hein, ils ont été formés quand même. Mais voilà, ils ont des résultats tout à fait convenables. Par exemple, là, il détaille une remote vieweuse qui s'appelle Marina et qui, elle, est plutôt dessinatrice des événements qu'elle perçoit. Je pense qu'il va détailler les autres. Donc, il y en a une autre qui sent énormément les atmosphères et même les odeurs. Il y en a un qui est très auditif, qui arrive assez rapidement à savoir quand il y a une foule, quel est le langage qui est parlé. Ce qui permet de déterminer à quel endroit se situe l'action et puis quels sont les peuples concernés aussi. Plus précisément, en fait, le remote view a certaines limites, notamment au niveau de la datation des événements. Et dans ces cas-là, il est possible parfois et nécessaire de recouper toutes les informations qu'on peut obtenir au sujet pour définir le plus précisément possible ce qui s'y passe. Donc voilà, entre les frontières linguistiques, la situation géographique, le climat, voilà, on arrive de mieux en mieux à cerner l'endroit. Et je parle de ça pour le projet qu'ils ont fait cette année durant, où le mois précédent, ils prédisaient plus ou moins l'événement du mois suivant qui allait faire la une des journaux. Et donc là, c'était de manière assez aléatoire. Hein. C'était un événement qui allait faire la une des journaux. Et donc, il était agréable de pouvoir préciser là où ça allait se passer quand même. Une autre d'entre elles qui est quasiment aveugle en plus, enfin en plus, malgré le fait qu'elle soit quasiment aveugle, excusez-moi, est très douée pour jouer des rôles, faire l'actrice, être comédienne. Donc, quand elle fait un remote view, très rapidement, elle perçoit toutes les émotions des acteurs en présence. Et elle arrive des fois à déterminer si la personne est contente d'elle dans son discours, si elle est sous pression, si elle a peur, c'est vraiment très intéressant. Je ne saurais trop vous suggérer de vous intéresser au sujet. Donc là, Courtenay reprend sur l'interaction avec une entité extraterrestre lors de la 2e session. Donc c'est la remote vieweuse qui était très bonne comédienne là, qui a perçu ça essentiellement. Elle a perçu cette entité en train de leur donner ces informations, tenant absolument à ce qu'on soit au courant. Enfin, absolument, j'ai l'impression de dire que c'est du bourrage de crâne. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs les mêmes informations qu'ont reçues les prophètes et autres visionnaires dans l'histoire terrienne depuis longtemps. Bon, ça pourrait toujours être sous influence orientée, mais bon, je ne pense pas. Parce que ça se perçoit quand même.
Alors, dans la description que fait cet extraterrestre, il a décrit des sortes de cubes style Borg, les Borg Cubes. Donc, je ne connais pas tellement Star Trek, moi, mais je crois que ça vient de là. Ils ont aussi décrit que les humains, comme les reptiliens, étaient aux commandes de vaisseaux spatiaux et que les uns comme les autres avaient à leur service des petits gris qu'on appelle petit gris, mais qui ne donnaient pas l'impression d'avoir leur libre arbitre, plutôt d'être a priori, je traduis, des armées de clones. Ils entendent, ils ont une certaine intelligence, mais ils obéissent et ils ont pas de, ils ont un tel dévouement froid, que je traduirais ça comme une armée de clones. Donc les uns comme les autres. L'armée anglaise a admis avoir fait des clonages intergénétiques entre les humains et les animaux depuis 5 ou 6 ans dans des bases souterraines anglaises. Et quand ils admettent quelque chose, c'est que ça fait des années qu'ils l'ont déjà fait. Et en général, c'est qu'ils sont arrivés au stade supérieur de la réalisation de ce genre de projet. En fait, c'est toujours pour pouvoir en faire plus en prenant moins de risques et en ayant plus de ressources. Mais voilà, est-ce que l'avenir est dans la croissance ou dans la version colibri? Bon. Donc, il conclut à ce sujet en disant, mais finalement, voilà, pourquoi prendre des acteurs qui pourraient être défaillants, voire se rebeller, voire hésiter, alors qu'on pourrait avoir, alors qu'on peut avoir à notre service des volontés ambulantes, des télévolontés ambulantes, donc des avatars. Donc là, Kerry cite effectivement la notion de programmable biological life form, donc de forme de vie biologique programmable, qui sont les grilles dont je parlais, les petits grilles des DUMBs, Deep Underground Military Bases, bases militaires profondément enfouies, secrètes en général, et d'où ont été admis à avoir été créés les mix génétiques. Et ce sont en général, d'après quelques vidéoconférences de la série The Base Project, les numéros d'ailleurs 1 et 2, je pense, avec monsieur je ne sais plus. Je vais dire Brian Kelly, mais je ne suis pas sûr. Je reviendrai dessus. Qui décrit donc des petits gris, mais qui n'ont pas les yeux en amande. Ils ont des yeux ovales, ou ronds ou ovales. Donc ça, c'est terrien. C'est terrien. Oui, c'est quelque chose. Et donc, il faut bien faire la différence avec les races de gris, comme les Eta reticuli et d'autres, les moyens gris, les grands gris, que abusivement on traite toutes de gris, alors qu'ils ont énormément de teintes nuancées différentes, qui vont du beige au bleu, au rouge, au gris brun, au vert, et avec des structures de peau assez différentes. Il semblerait d'ailleurs que le contact avec la peau d'un gris ressemble au contact avec la peau d'un dauphin. Enfin. Donc, alors que Courtenay continue sur le fait qu'il se demande si finalement, tout dépend un peu de la mentalité, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne ferait pas ça, effectivement, c'est la facilité. Bon, moi là, j'interjecte que s'il y a les énergies libres, que l'humanité a compris ce qu'elle faisait sur la planète, qu'elle s'alimente correctement, voire très très peu finalement, euh, le besoin qu'elle aurait d'avoir des esclaves ou des aides ou des outils va amplement diminuer, tout en permettant enfin l'évolution normale de ce corps et de ce cerveau et de cette conscience enfin libérée de contingences très matérielles. Mais bon, dont on a fini par tirer des plaisirs. Je ne dis pas que c'est pas agréable de gourmander à la gourmet, mais tout de même. Donc voilà.
Kerry est en train de relancer quelque chose. Oui, elle a interviewé en Russie un jeune qui s'appelle Borishka, qui est ce qu'on appelle un starseed ou un enfant indigo, et qui se rappelle ses vies antérieures aisément, et notamment qu'il a participé à la guerre sur Mars. C'est un interview qui a été transcrit et peut-être traduit en français sur le site du projet Camelot. Borishka avait mentionné le fait que certaines entités tentaient de transformer Jupiter en deuxième soleil. On mentionne le fait qu'il est fort probable aussi que ceux qui ont écrit la Bible aient subi quelques interférences extérieures. Et de la même manière, on leur a passé les renseignements, ou pour certains des abductions. Le livre d'Enoch me paraît être un mix entre une abduction et un voyage à l'ayahuasca. Enfin, le livre de la Révélation de la Bible aussi, précise Courtney. Donc, Kerry demande s'ils ont continué à étudier le sujet, et Courtney répond que non, parce qu'une fois que les remote-viewers ont été mis au courant de ce en quoi consistait la cible, et puis qu'il leur a donné la possibilité de comparer leurs prestations aux événements dont on avait déjà les renseignements, ou ce qu'on en avait, ce qu'on en élucubre, je parle pour moi, Courtney dit non, absolument pas, parce qu'il est essentiel d'être en aveugle, c'est-à-dire de n'être au courant de rien du tout. Et de toute façon, le remote view se déroule dans un état mental de conscience où justement il faut laisser de côté l'esprit logique qui va nous faire associer une idée que l'on connaît à l'impression qui nous vient lors du remote view, du style « Ah, ça me fait penser à ci ou à ça ». Non, au contraire, selon la méthode, il faut même marquer en bordure de page ce à quoi ça nous a fait penser et en tenir compte lors de la conclusion finale de façon à ne pas se focaliser trop vite sur la définition globale de toute l'image qu'on a eue, si je suis assez précis. Hein, parce que le cerveau, petit à petit, améliore sa pixelisation, va-t-on dire, et si on focalise trop sur un sujet, on peut très bien orienter tout le reste de la définition et voir dans l'erreur. Et Courtney précise qu'il y a des années, il avait déjà lancé un projet sur la ceinture d'astéroïdes et qu'il n'a pu s'y remettre qu'à partir du moment où vraiment tous ses souvenirs s'étaient estompés et où même il a fallu qu'il se rappelle qu'il avait déjà lancé ce projet. Parce que sinon, il y a trop d'influences possibles qui vont fausser la pureté de l'information pure venant d'un endroit qu'on précisera une autre fois. C'est pas l'Akasha, c'est ailleurs. C'est un endroit dans notre conscience, en fait. C'est, semblerait-il, entre les fréquences, les deux dernières fréquences. Il faut être en delta et piocher dans encore plus bas, je crois que c'est gamma, mais je ne suis pas sûr. Il faut avoir juste l'esprit entre les deux et être assez lucide pour pouvoir transcrire ou dire ce qu'on perçoit, mais tout à fait tout de même à la perception, qui est dans encore un autre état où on a beaucoup de mal finalement à articuler avec des concepts, des mots, ce que l'on perçoit. Je vais faire un petit encart là sur cette transmission des informations par le biais de la pensée, des rêves, des channeling ou là, du remote view, alors qu'on a une entité extraterrestre qui nous donne les informations à côté de nous, qui nous les met dans le crâne, qui nous les met dans le, comment on appelle aujourd'hui, le cloud, le cloud local. C'est aussi une des théories que l'on avance pour expliquer la prise de pouvoir des parasites sur une Terre qui allait beaucoup mieux auparavant, avec un être humain qui se développait très différemment et qui avait d'autres consciences, et dont l'histoire a été bafouée
et ce qui explique aujourd'hui tous les problèmes qu'on a à trouver les vraies raisons de la création des pyramides, de leur fonction, la vraie origine des Uhu parts, ces artefacts archéologiques inexplicables, qui sont inexplicables parce que, en général, très très modernes pour les couches de terrain dans lesquelles on les a trouvés, certains datant de 2,3 milliards d'années. Pour les sphères de Klepsdorf, qui doivent se situer en Afrique du Sud. Voilà, ces artefacts et puis les légendes anciennes et les textes anciens et donc toutes ces autres bribes du passé, comme vous pouvez le constater, ont été travaillés de part et d'autre. C'est constamment la même guerre de l'information avec la désinformation. Il y a eu un conflit, d'accord, mais bon, on va organiser qui était le gentil, qui était le méchant, qui a gagné, qui a perdu, et pourquoi et comment. Il s'avère là qu'il y a une certaine lucidité logique à garder, et on voit bien la situation de la planète aujourd'hui, on voit bien l'humanité, on voit bien que tout ce qu'elle invente se retourne contre elle, qu'elle n'est jamais au pouvoir, qu'elle ne peut jamais décider, qu'elle est complètement bafouée, et que les gens en face sont d'une froideur, comme s'ils avaient le sang-froid. Donc après, imaginez des hybridations, des clonages, voilà. Mais en fait, je ne vois pas vraiment où est le problème. Ça continue aujourd'hui, rien qu'entre humains, tout ça, de toute façon. Alors, imaginez que, vu la perfection de la réalisation de ce plan en général, ça puisse venir d'esprits mieux qu'humains ou d'une intelligence artificielle aussi, aidée par une intelligence artificielle, pour des codages de Bible, par exemple, dont la gématrie donne des résultats surprenants. Et comment cela se peut-il? Enfin, c'est très intéressant de considérer que voilà, nous sommes encore des enfants, et de la même manière que nos enfants ne connaissent rien du monde des adultes et restent des fois d'une naïveté désarmante, nous sommes d'une naïveté désarmante dans ce cas-là, quand il s'agit de concevoir l'histoire de l'humanité, et qu'on s'arrête aux, aux acceptations académiques, académiques. Donc là, Kerry résume le sujet du jour, The War in Heaven, la bataille cosmique décrite dans la Bible, donc, et elle dit donc qu'il y avait une race martienne qui a tiré un missile ou un faisceau ou un missile donc, vers la planète Maldek, qu'elle pense être Tiamat quand même. C'est peut-être la même qui a deux noms différents. Et donc Courtney se demande un petit peu comment est-ce qu'un missile aurait pu faire exploser une planète encore plus grande que Mars. Maldek ou Tiamat est décrite comme étant entre 4 et 7 fois la grandeur de la Terre actuelle. Et stratégiquement, finement, il dit, mais si le seul moyen quasiment, c'est d'envoyer un super missile pénétrant et performant sur le stock de missiles de l'ennemi. Et si ça se trouve, peut-être bien qu'en plus sur place, il y a eu des agents qui ont placé des charges. Peut-être qu'en plus, c'est une technologie qui dépasse tout à fait ce qu'on connaît, mélangeant, je ne sais pas, l'antimatière et autre chose, des réactions en chaîne diverses. Peut-être qu'ils ont fait péter toutes les bombes en même temps grâce à une fréquence unifiante. Je ne sais pas. Enfin, on peut toujours élucubrer. Et il compare la Terre à une boule de lave en fusion de 8000 miles de diamètre, je crois, enfin pas pour elle, c'est pas la question, et qui n'est tenue en fait que par une fine croûte de terre dure, et que si on envoie un missile suffisant à un endroit où sont stockés des centaines de missiles,
eh bien, il y a tout à fait de quoi faire exploser la coquille et laisser se répandre dans le cosmos tout ce qui est fluide, en tout cas. Après, ça nous donnera un bon moyen de voir si le noyau est solide ou pas. Alors, Thierry dit, oh oui, bon, ben ça c'est votre façon de voir la chose. Moi, je pense qu'il y a plein de moyens de faire péter une planète. Peut-être, par exemple, en envoyant une étoile à neutrons à travers un trou de verre. J'avais entendu parler aussi, effectivement, de gens d'entités qui passaient en voyage temporel juste autour de l'explosion d'une supernova pour récupérer là une énergie particulière qui était excessivement génératrice. Mais bon, c'est encore autre chose. Voilà, donc ils ne sont pas dans l'escalade des moyens techniques, ils sont juste en train de faire remarquer que c'est une acceptation possible pour les esprits communs, les gens du civil, de concevoir qu'on peut faire péter une planète à partir du moment où effectivement c'est une fine croûte qui emballe de la lave sous pression et liquide, et qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à nier. Il y a d'ailleurs des endroits, je rajouterais, où on voit la lave directement. Donc vraiment, la couche est fine, en effet. Donc là, Kerry fait une mention intéressante à propos de ce qu'elle appelle actionable intelligence, c'est-à-dire des intelligences et des renseignements, des informations. Et actionable, c'est dans le sens où finalement, aujourd'hui, il y a des théories qui tournent sur des faits qui ont été tellement répétés, rabâchés, recoupés entre eux qu'on les tient pour acquis, alors qu'à la base, finalement, ils n'ont jamais été vérifiés. Et là, je peux vous dire que la science physique en est bourrée. Bourrée. Et pas que dans le sens qui pourrait faire sourire les platistes. Okay, so the question is, do you feel that these remote viewing sessions... Oui, d'ailleurs, ça reprend le même thème que j'avais abordé tout à l'heure en disant qu'il est possible que les parasites, depuis leur arrivée, aient tout fait pour annihiler notre vrai savoir passé et l'histoire du monde, et qui nous a balancé une autre histoire dont on se sert et se resserre, qu'on rabâche de génération en génération, quelles que soient les dissonances, et les dissidents sont maltraités depuis le plus jeune âge, sans pitié. C'est hallucinant d'ailleurs, hein, des fois. Hein. On se demande vraiment. Qu'est-ce qui reste dans la tête de ces éducateurs? Il faut que vous sachiez ça, que vous appreniez ça. Et ils vont jusqu'à brimer physiquement les récalcitrants. Alors que, eh bien, je ne sais pas, moi, quand on voit certaines réactions allergiques des enfants à l'approche d'une piqûre, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit la douleur qui fasse tellement mal. C'est plutôt une aversion interne. On est à un âge où on n'a pas encore la conscience suffisante de la mémoire de la douleur, il me semble bien. Et c'est plutôt une aversion instinctive envers ce qu'il y a dans l'ampoule. Et puis, comment dire, j'arrive ici, je suis en plein état, hein, moi, qu'est-ce que vous me mettez de pollué, là, qui vient même pas du règne humain, en plus. Non mais, enfin bon, petite polémique chimique. Donc là, Courtney ramène John Vandenborn, qui est un physicien, et c'est lui qui par l'étude des scans martiens, a déterminé qu'il y avait des zones qui notaient encore de la radioactivité et des produits de post-combustion nucléaire suite à l'explosion. Il faut savoir que ce ne sont pas les mêmes lors d'une explosion nucléaire ou lors d'un accident nucléaire comme Tchernobyl ou Fukushima. Fukushima, en fait, c'est pire qu'une explosion nucléaire. Il y a plus de produits plus méchants. Donc, le physicien en question, c'est donc John Brandenburg.
Voilà, et je m'excuse de l'avoir estropié la première fois. Donc, les études de Thomas van Flandern et de John Brandenburg tendent à prouver que ce n'est pas de l'intelligence actionnable à distance, voire dans le temps. Et Kerry se demandait si, par contre, cela liait absolument les actions sur Mars avec la guerre cosmique. Et Courtney certifie qu'effectivement, oui. Donc là, je voudrais préciser que l'allusion que j'avais faite au fait que des Pléiadiens avaient bombé Mars, il faut extraire ce renseignement de cet épisode-ci. Ça ne concerne pas le conflit qui a créé la destruction de Marduk. Maldek ou Tiamat. Voilà. Excusez-moi pour la perturbation. Ce qui est sûr, c'est qu'à la suite de ce conflit, ni Mars ni alentour, la région n'était agréable pour vivre. Courtney a fait un autre projet sur la planète Iapetus, qui concerne des bases sur place. Et à la suite du conflit de la guerre dans l'espace, la guerre cosmique, ils ne pouvaient plus non plus s'en aller de Iapetus et ils en ont souffert aussi. Certains en sont morts. Donc, de Mars, il y aurait eu aussi un exil, dont une partie de la population serait morte, une partie serait venue sur Terre. Et on peut très bien imaginer aussi que toute la flotte attaquante reptilienne, n'ayant plus de base arrière pour retourner chez eux, se sont aussi rapatriés, a priori, en partie sur Terre, ce qui expliquerait certaines choses. Donc, Kerry se demande si maintenant, est-ce qu'on a déjà eu, est-ce qu'on va avoir droit au même genre de bataille contre les reptiliens, car les reptiliens, on sait que c'est un terme générique pour de nombreuses races, et on sait que généralement, ils viennent plutôt de la constellation Draco. On voit bien que sur Terre, un peu partout, il y a des monuments avec des reptiliens gravés dessus, ou des statues, ou de toute façon, ils sont mentionnés. Ils sont dans les codecs anciens, ils sont omniprésents depuis fort longtemps. Maintenant, je suppose qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il est très probable qu'il y ait des races reptiliennes terriennes, soit habitant sous terre, dans des galeries, dans des villes souterraines, soit étant même mélangées à nous, si elles ont développé leur don du camouflage, voire peut-être même de pouvoirs psychiques qui mettent les observateurs sous hypnose, ou qui sait, peut-être de technologie, même, depuis le temps qu'ils sont là. Donc, la question en vient à ces fameux reptiliens. Qu'est-ce que vous avez comme preuve des reptiliens? Donc, on en a les preuves artistiques, j'allais dire, dans la culture, les livres, les récits, les statues, les temples gravés. Mais aussi, là, les remote view précisent qu'il y avait des reptiliens. Elle décrit une race spécialement grande par rapport à l'humain. Elle décrit sa peau, ses écailles, elle décrit son odeur. Je dirais, je rajouterais que sur le net, il y a énormément de vidéos à ce propos, et qu'il y a des études très intéressantes qu'on peut faire aujourd'hui avec des moyens d'études vidéo sur des vieilles vidéos qui montrent des transformations que la caméra a pu prendre et que l'œil ne capte pas en général. Elle montre absolument des regards avec des pupilles bifides, des pupilles allongées de reptiliens ou de chats. Ma foi, comment dire, a priori, au niveau des résus sanguins,
Il y a aussi une distinction flagrante avec le rhésus négatif, qui est donc inapparent dans une partie de la population, notamment des gauchers, et qui ont d'autres caractéristiques au niveau des capacités mentales aussi, en général, facilement développées. Courtenay a aussi fait une étude sur la zone 51 et il a trouvé là un lieu d'habitation d'un groupe de reptiliens qu'il va décrire. Donc, il est décrit comme n'étant pas particulièrement amicaux et comme étant de la taille à peu près de ceux qui combattaient lors de la bataille cosmique. Et là, il est dans la zone 51, il est décrit en coopération avec les militaires. Kerry cite aussi William Tompkins, qui a cité les reptiliens, qui a dit qu'il en avait conscience d'eux sur la Lune. Enfin, il savait qu'ils avaient rapport avec la Lune et qu'ils étaient aussi en charge ou bien très influents sur les programmes spatiaux secrets. Donc là, Kerry lui demande à propos s'ils avaient eu conscience ou mention de Mantis lors de leur session de Remote View. Et Courtenay dit que non, pas à cette occasion-là, mais que Dig Aligre, lorsqu'il a fait une session sur la pyramide de Gizeh, avait eu un contact assez efficace avec une des mantis, une mantis, on va dire. Et Courtenay cite aussi que parfois, des mantis ou des reptiliens sont venus intervenir dans les sessions, pas pour donner des renseignements, mais plutôt pour bloquer la capacité des remote viewers d'accéder soit au lieu, soit aux renseignements. Et une fois, ils n'ont pas réussi, et donc ça a fini en discussion à 3, finalement. Donc Courtenay est en train d'envisager de filmer les sessions avec une caméra full spectrum, de façon à avoir les infrarouges et les ultraviolets, enfin le maximum de fréquences visuelles non captées par l'œil possible, qui pourraient montrer les entités lorsqu'elles interviennent. Et là, Courtenay décrit une interaction avec un grand gris très compatissant, qui arrivait à ressentir nos émotions. Et donc, il n'était, pour une fois, ni une intervention reptilienne, ni un mantis. Et c'est le genre de gris, peut-être, que l'on représente dans les films, comment s'appelle-t-il, Sign, ou ce film où les deux enfants partent avec leur lapin blanc dans la soucoupe cristalline avec ses 4 ou 5 amis translucides et angéliques. Et le grand gris en question, là, avait plutôt une couleur de peau blanchâtre. Bon, là, l'interview se termine. Il lui demande ce qu'il pense du kill shot d'un autre remote viewer de l'armée qui s'appelle, Ed Dames. Et le kill shot, c'est donc le soleil qui balance assez d'éjection et un éjecta et une, comment on appelle ça, une EMP, une émission électromagnétique qui va griller à peu près toute l'électricité sur Terre et puis créer des conditions terribles pendant assez longtemps, 3 jours au minimum, pendant lesquels il ne faudrait pas sortir que la nuit d'ailleurs. 3 jours pendant lesquels la planète pourrait être légèrement ralentie, voire bloquée dans sa course circulaire, enfin rotative, et rester une seule face au Soleil, donc grillée de ce côté-là. Puis reprendre sa course par la suite et voir là par la suite, je crois, l'intervention des ce qu'on va appeler les galactiques qui vont aider les rescapés. Bon, en tout cas, Ed Dames ne parle pas forcément de toute la fin là, mais en tout cas du kill shot, c'est-à-dire l'explosion solaire. C'est pas le soleil qui explose complètement, hein, c'est juste, il nous envoie une éruption solaire majeure, style événement de Carrington en 1859, si vous voulez vous renseigner. Et lui, il dit qu'il n'a jamais entendu
quelque chose d'aussi peu crédible de toute sa vie. Bien. Je pense que ça va avoir des échos. Alors, je vérifie qu'on en est bien au bout. Oui, donc c'est terminé. Ils se sont dit au revoir. On précise que Courtney Brown a des sites internet, farsight.org. Il y a aussi sur YouTube la série des Farsight, Farsight Press, où il y avait une série cette année où il présentait chaque mois les prévisions donc d'un événement à venir spécialement marqué dans les journaux. On voit ces remote viewers et viewers en action en général en train de décrire. C'est parfois assez puissant. On a parfois du mal pour elles. Elles vivent vraiment les choses, on dirait. Et sinon, Kerry Cassidy a son site sur YouTube, Projet Camelot, et elle a aussi un site projectcamelot.org, je crois. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était donc une vidéo sur le Remote View à propos d'un événement très lointain dans le passé, mais dont tout le monde parle sur la planète d'une manière ou d'une autre, et dont on trouve des preuves de plus en plus par les observations astronomiques et l'étude des photos non retouchées ou pas trop retouchées. Qu'honnêtement, la NASA nous transmet, puisque finalement, c'est nous qui la payons. Je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. À très bientôt. Au revoir. An update from the White House and information about the high